Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers le ciel et se pose la même question. Sommes-nous seuls ? Dans l'immensité de l'univers, il existe des milliards de planètes. Des mondes hostiles, des géantes gazeuses, des terres englouties sous des océans de glace et peut-être quelque part une planète semblable à la nôtre. À plus de 2750 mètres d'altitude, en plein cœur des montagnes de l'Atlas, un groupe de chercheurs traque ces mondes invisibles. Bienvenue à l'observatoire de Lucaïméden. C'est exactement ici, loin des lumières artificielles, que des découvertes majeures ont été faites. Des astronomes ont détecté des exoplanètes, étudié les étoiles les plus lointaines de notre système solaire, surveillé les astéroïdes qui frôlent notre planète. Dans ce documentaire, je vais vous emmener au cœur d'une science qui repousse chaque jour les limites de notre compréhension du cosmos. Que savons-nous aujourd'hui des autres mondes? Pouvons-nous y détecter la vie? Et serons-nous capables encore d'observer le ciel dans les décennies à venir? Nous analysons des signaux faibles, des ombres infimes passant devant des étoiles, des variations de lumière qui trahissent la présence d'un autre monde. On pourrait avoir une certaine forme de vie ailleurs dans l'univers. Pour la science, c'est pareil. C'est des objets quand même extraterrestres. Mais il faut savoir que pendant que nous explorons l'univers, nous sommes en train de perdre notre propre ciel. C'est de corréler donc l'effet de la lumière intrusive qui entre à nos chambres de nuit, par exemple, et qui est la cause principale du cancer. Nous scrutons l'infini, mais nous oublions ce qui est juste au-dessus de nos têtes. La lumière des villes efface littéralement les étoiles. Les satellites envahissent l'espace. L'humanité, dans sa soif d'innovation, pourrait bien se priver elle-même du plus ancien des mystères, le cosmos. Dans ce voyage, nous allons vivre l'astronomie comme jamais auparavant. Nous allons rencontrer ceux qui consacrent leur vie à chercher ce qui est encore invisible. Nous allons découvrir des mondes au-delà du nôtre et comprendre ce que nous risquons de perdre si nous n'agissons pas. Le futur de l'homme, c'est l'espace. Nous avons exploré le cosmos, nous avons détecté des milliers de planètes. Et nous avons même peut-être trouvé les premières traces de mondes habitables. Mais aujourd'hui, une question demeure. Que va-t-on découvrir ensuite ? Bon, ça y est, t'es sur la route? Oui, je L'arrivée à l'aéroport? Oui, dans 9 minutes. Ouais. Tu m'envoies un message comme quoi t'as bien atterri? Oui, je t'enverrai un message, maman. C'est simplement pour voir si t'as bien atterri. Ok? Ça marche. Allez, Ça marche, ça marche. bisous mon Bisous, chéri. maman. Bisous. Bisous. Tout commence ici, à Nantes. Valise bouclée, matériel prêt, direction Marrakech. Mais avant même de décoller, première mission, trouver du matériel supplémentaire. Juste après ça, direction l'aéroport. Et là, forcément, passage obligatoire par la sécurité. Oui, parce que dans notre situation, transporter des caméras, des objectifs et surtout un télescope intelligent, le Vespera 2, ça passe pas inaperçu. Bon, après quelques regards intrigués, quelques explications bien fournies et après quelques minutes de contrôle, on est enfin prêt à embarquer. Quelques heures plus tard, Marrakech se dévoile enfin sous nos pieds. Il est environ 16h30 et en sortant de l'avion, le choc est quasiment immédiat. Oui, parce que nous, il faut savoir qu'on était en plein hiver et là-bas, il fait déjà 20 degrés. Maintenant qu'on est sorti de l'aéroport et avant d'aller se poser, on doit d'abord récupérer notre véhicule. Oui, parce que vous vous doutez bien que de se balader à pied dans Marrakech et surtout de monter 2750 mètres d'altitude, perso, je les fais pas. Les valises sont rangées dans la voiture et une fois au volant, on découvre une circulation, disons, assez vivante. Il y a des motos partout, des calèches, des voitures qui s'insèrent sans prévenir et en plus de ça, ça klaxonne mais dans tous les sens. Et pour le coup, Marrakech a son propre rythme et il faut vite s'y adapter. Par chance, j'ai pu voyager beaucoup dans le monde, ce qui m'a permis d'être assez à l'aise très rapidement. Sur la route, on profite du trajet pour redécouvrir la ville, son atmosphère unique, ses ruelles animées et son agitation permanente. Et ce qui est vraiment cool à Marrakech, c'est que chaque coin de rue semble raconter une nouvelle histoire. Finalement, on arrive à l'hôtel. Après le voyage, on se pose un petit instant pour faire le point. L'occasion de respirer un peu, de se préparer mentalement à ce qui nous attend parce que ce voyage ne fait que commencer. Ce matin-là, on quitte l'hôtel avec une sensation assez étrange. On sait très bien qu'on a un rendez-vous important, mais on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Les interviews étaient censées se faire le lendemain, donc cette journée devait être une simple prise de contact. Mais on était très très loin d'imaginer comment elle allait se dérouler. Quand on part de l'hôtel, l'ambiance dans la ville est incroyable. Ça bouge de partout, c'est vivant et c'est dépaysant. Maintenant, on suit notre GPS direction l'université Qadi Ayad. Enfin, c'est ce qu'on pensait. On vient de quitter l'hôtel, on va rencontrer Zouer Ben Khaloud, directeur de l'observatoire de Lucaïméden. Et là, on va à l'université rencontrer ce directeur, l'université de Qadi Ayad, une des 100e plus grosses universités mondiales
de sciences. Premier arrêt, on descend de la voiture et on regarde autour de nous, mais quelque chose ne va pas. Un rapide échange avec les locaux et la sentence tombe. Et là, ce que vous regardez en ce moment même, c'est moi qui viens de réaliser qu'on s'est trompé. On va comprendre un peu. Bon, on s'est trompé 2 fois. Une fois, on est rentré dans une université qui n'était pas Qadi Ayad. Et maintenant, après, on est passé dans une faculté qui n'était pas la bonne. Et le pire, c'est que le professeur qu'on cherche ne travaille même pas ici. Et on commence même à nous parler d'une autre faculté à 1 heure de route. Bon, là, clairement, gros stress. Mais pas de panique, hein, parce que j'envoie un mail à notre contact et heureusement, il nous répond, mais immédiatement. Il nous donne la bonne adresse et coup de chance, c'est à quelques minutes d'ici. C'était bien Qadi Ayad, mais c'était pas la faculté des sciences. Donc maintenant, on doit se retaper 8 minutes de route, sachant qu'on avait rendez-vous à 10h et qu'il est 10h20. Et qu'il a son cours à 10h30. Donc on a potentiellement 2 minutes pour lui serrer la main avant qu'il reparte. Bon, là, clairement, on arrive à destination à 10h28. Alors que le rendez-vous initial était quand même prévu à 10h. Autant vous dire que sur le moment, on n'a pas traîné. À peine on est descendu de la voiture qu'il y a un membre de la sécurité qui demande à un étudiant de nous guider jusqu'au professeur Ben Khaldoun. Mais évidemment, lui aussi, il se trompe. Bah oui, parce qu'on s'est retrouvé dans le mauvais bureau. Et après une petite course dans les couloirs supplémentaires, on l'aperçoit enfin au loin. Le matin, Et malgré notre retard, l'accueil est super chaleureux. Et on a eu beaucoup de chance parce que le professeur Zouhair Ben Khaldoun était super compréhensif. Et Nassar, c'est le secrétaire général. Et après avoir discuté un petit peu avec lui, il nous présente immédiatement toute son équipe. Ça pareil, j'ai préparé plein de choses. Il y a encore un flou sur mon agenda. Et après les présentations, on a eu un bonus. Il avait déjà prévu quelque chose qui n'était même pas dans notre programme initial. Mais ça, évidemment, vous allez le voir après. Tout d'abord, il est essentiel de parler de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. L'université Qadi Ayad. C'est l'une des plus grandes universités du Maroc, avec plus de 100 000 étudiants répartis sur plusieurs campus. Fondée en 1978, elle est un véritable pôle d'excellence en sciences, notamment en astronomie. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est son accès privilégié à l'observatoire de Loukaï Meden, où certaines des plus grandes découvertes en exoplanètes ont été faites. Ici, les étudiants, même issus de parcours atypiques, ont une chance inouïe. Ils peuvent apprendre aux côtés de chercheurs de haut niveau et accéder à des infrastructures de pointe. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est maintenant que la surprise du professeur arrive. Et c'est là aussi que tout bascule. On pensait qu'on allait juste visiter l'université et échanger avec quelques chercheurs, mais le professeur en avait décidé autrement. Il nous a juste dit « Venez, je vais vous présenter le doyen !» Ouais, ok, mais sauf que nous, on n'était pas prêts du tout. L'interview s'est clairement fait à l'arrache, mais clairement, c'était super intéressant. Ouais, parce qu'en soi, ils nous ont parlé des opportunités qu'ils offrent aux étudiants, de leur avenir, de l'importance de la recherche en astronomie et en physique. Ils nous racontent aussi comment certains étudiants qui n'étaient pourtant pas destinés à de grandes études ont pu devenir des chercheurs brillants. Et ici, on s'est rendu compte en discutant avec le doyen que tout ici est fait pour leur donner une vraie chance. Mais pendant qu'on discutait avec le doyen, il y a un moment donné où il insiste sur un point clé. L'université est publique, ouverte à tous et permet à des jeunes souvent issus de milieux modestes de s'élever grâce au savoir. Et je pense que tout ce qu'il nous a dit à ce moment-là peut aider beaucoup de jeunes à se motiver justement et à faire de grandes études. Ce n'est pas juste un lieu d'apprentissage, mais c'est un tremplin vers l'avenir. Après cette matinée intense, on ne part pas tout de suite. On continue de discuter avec les chercheurs, on enchaîne les cafés et on se balade dans l'université et surtout on se prépare pour le lendemain. Fin de journée, on rentre à l'hôtel, épuisé mais ravi d'être ici. Ce premier jour a été bien plus intense que prévu, mais ce n'était que le début. Demain, on rencontre le vice-président de l'université et on commence à préparer notre ascension vers l'observatoire de Loukaï Meden. Ce matin-là, on retourne à l'université Qadi Ayad. Cette fois, on sait exactement où on va. Pas d'erreur d'adresse, ni de GPS en panique. On est beaucoup plus à l'aise, mais on garde quand même un peu d'appréhension. Car aujourd'hui, on rencontre le vice-président. On s'est mieux préparé et on sait qu'il y a des discussions importantes à avoir. Et il faut savoir que la présidence de l'université Qadi Ayad, c'est un lieu bien à part. C'est exactement ici que se prennent les décisions les plus importantes et que les plus hautes instances de l'université se réunissent. C'est un bâtiment sécurisé réservé aux personnalités académiques et administratives. Le vice-président nous accueille avec un grand sourire. Et loin d'être un simple administrateur, c'est aussi un chercheur et un passionné de biologie. Et ce qui est hyper agréable ici, c'est que la conversation démarre très naturellement et on sent tout de suite qu'il est ravi qu'on s'intéresse à l'université. Il nous parle de l'importance de Qadi Ayad et de son rayonnement international. Comme quoi cette université s'impose comme une référence dans le domaine de la physique, de l'astronomie et des sciences biologiques.
Il nous explique que l'université forme des chercheurs de très haut niveau, mais que la majorité d'entre eux partent à l'étranger. Le Maroc produit des talents incroyables, mais faute de moyens, il s'envole vers des institutions internationales mieux dotées. Et pour lui, c'est un véritable honneur que ses élèves partent à l'étranger. Nos étudiants ailleurs. D'une façon ou d'une autre, il y aura toujours un impact. Absolument. Voir ces étudiants briller ailleurs prouve la qualité de leur formation, mais ils rêvent aussi d'un jour où le Maroc pourra leur offrir les mêmes opportunités. On va vous dire, non, qu'est-ce qu'on n'a pas les moyens de la NASA pour pouvoir développer une expérience qui va aller dans un télescope de la NASA. Bon, maintenant, il est temps de passer à l'action. Et il faut savoir que l'après-midi s'annonce très intense. On a plusieurs interviews, un lieu qui est juste incroyable et des sujets qui vont nous plonger au cœur de l'astronomie. Jusqu'ici, on a parlé de l'université, de son fonctionnement et de ses acteurs. Mais maintenant, on passe à un autre niveau. On quitte la théorie pour entrer dans la science brute. On va rencontrer des chercheurs, des spécialistes qui travaillent sur des exoplanètes, sur la pollution lumineuse, sur l'avenir de l'astronomie marocaine. Et c'est exactement ici que le documentaire prend toute sa dimension. Nous arrivons à l'Atlas Golf. Un lieu surprenant pour des interviews scientifiques, mais qui se révèle parfait pour l'occasion. Entre les expositions d'astronomie, les congrès et les conférences, c'est un endroit où la science et l'art se rencontrent. Préparez-vous parce que ce qui va suivre risque de vous faire voir l'univers autrement. Il faut savoir que notre voyage est bien plus qu'un déplacement. Maintenant que nous avons posé le contexte, que nous avons compris le cadre dans lequel les chercheurs évoluent, il est temps d'ouvrir les portes de l'inconnu. D'explorer ce qui dépasse notre quotidien, ce qui repousse les limites de notre compréhension. L'univers est vaste, infini et insondable. Chaque nuit au-dessus de nos têtes, il se déploie un spectacle grandiose, un ballet cosmique dont nous ne sommes qu'un infime fragment. Pourtant, au milieu de cette immensité, une question persiste, traverse les âges et obsède les scientifiques comme les rêveurs. Sommes-nous seuls? Existe-t-il quelque part une planète semblable à la nôtre où la vie aurait émergé, prospéré et même évolué? À travers l'étude des exoplanètes, ces mondes qui orbitent autour d'étoiles lointaines, nous traçons peu à peu les contours d'une réponse. Grâce aux avancées technologiques, nous avons aujourd'hui la capacité de détecter ces planètes, d'analyser leur atmosphère et de spéculer sur leur habitabilité. Et ici, dans cette université, dans ces laboratoires discrets mais essentiels, des chercheurs travaillent dans l'ombre pour éclairer notre avenir. Il est temps maintenant d'entrer dans le cœur de cette quête et de donner la parole à ceux qui façonnent notre vision de l'univers. On va passer à une partie qui parle justement des techniques et des détections aussi des exoplanètes. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux juste nous décrire un petit peu déjà ce que c'est qu'une exoplanète? Pourquoi on dit exoplanète? On dit exoplanète, le préfixe exo, c'est pour dire que c'est à l'extérieur de notre système solaire. D'accord. Parce que avant 1995, on pensait que notre système solaire pourrait être le seul système dans l'univers. Mais en 1995, nous avons eu la première détection de la toute première planète en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil, et c'est ce qu'on appelle exoplanète. Exoplanète, c'est tout simplement une planète plus ou moins semblable à nos planètes dans notre système solaire, mais elle est en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil, parce que il faut savoir que le Soleil ne fait qu'une étoile parmi des milliards d'étoiles dans notre galaxie. Pendant des siècles, nous pensions que notre système solaire était une exception, notre maison unique dans un quartier vide. Nous étions les seuls, du moins, c'est ce que nous pensions. Et puis un jour, nous avons regardé plus loin et nous avons découvert que nous n'étions pas seuls dans notre quartier. C'est en 1995 qu'une découverte a tout changé. La première exoplanète a été détectée autour d'une autre étoile que notre Soleil. Elle s'appelle 51 Pégasi b, une planète gazeuse située à 50 années-lumière de nous. Depuis, les astronomes ont repéré plus de 5500 exoplanètes confirmées et ce chiffre continue d'augmenter chaque mois. On estime aujourd'hui qu'il y aura au moins 100 milliards d'exoplanètes rien que dans notre galaxie, la Voie lactée. Autrement dit, il y a probablement plus de planètes que d'étoiles. Mais toutes les exoplanètes ne se ressemblent pas. Certaines d'entre elles sont gigantesques et brûlantes, tandis que d'autres sont petites et glaciales. Et voici quelques types d'exoplanètes que nous avons déjà identifiés. Tout d'abord, il y a les super-terres. Ce sont des planètes entre 1,5 et 10 fois la masse de la Terre. Certaines ont une surface rocheuse, alors que d'autres pourraient être recouvertes d'océans gigantesques. Par exemple, il existe Kepler 452b, une planète située à 1400 années-lumière, parfois même surnommée la cousine de la Terre. Ensuite, on a les mini-Neptunes. Elles sont plus petites que Neptune, mais possèdent une épaisse atmosphère.
Leur rayon est généralement entre 2 et 4 fois celui de la Terre. On ignore encore si elles ont une surface solide ou si elles sont entièrement gazeuses. Pour continuer, on a les Jupiters chaudes. Ce sont des géantes gazeuses souvent aussi grandes ou plus grandes que Jupiter, mais qui orbitent très près de leur étoile. Elles sont des milliers de fois plus chaudes que notre propre Jupiter, avec des températures atteignant les plus de 2000 degrés. Et certaines d'entre elles ont même des pluies de métal liquide, comme par exemple WASP-76b. Et il y a évidemment certaines planètes qui nous intéressent un peu plus que d'autres, les exoplanètes situées en zone habitable. C'est la catégorie qui nous intrigue le plus. Ce sont des planètes situées dans la zone habitable de leur étoile, une région où l'eau liquide pourrait exister. La Terre est située dans cette zone autour du Soleil. Alors, pourrait-il y avoir d'autres terres ailleurs? Un exemple fascinant est TRAPPIST 1e, une planète rocheuse située à 39 années-lumière qui pourrait avoir une atmosphère et de l'eau liquide à sa surface. Chaque exoplanète découverte est une nouvelle pièce du puzzle cosmique. Certaines d'entre elles pourraient être même semblables à notre planète, tandis que d'autres pourraient nous surprendre avec des atmosphères étranges et des conditions extrêmes. Mais une chose est sûre, nous venons à peine de commencer cette exploration. Mais alors vient une question évidente. Comment peut-on détecter ce genre de planète exactement quand on pense à leur distance gigantesque? Pour vous donner une idée, détecter une exoplanète, c'est comme essayer de repérer une luciole qui vole devant un phare allumé. La lumière de l'étoile est tellement intense que la planète est pratiquement invisible. Alors, comment fait-on? Comment depuis la Terre pouvons-nous détecter ces mondes cachés à des centaines, parfois des milliers d'années-lumière de nous? La réponse réside dans les techniques aussi ingénieuses que précises qui jouent avec la lumière et le mouvement des étoiles. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une exoplanète, est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà comment on les détecte? Parce que c'est des objets, c'est des planètes qui sont situées à des centaines, voire même... à des distances astronomiques. Voilà. En fait, il y a plusieurs techniques de détection des exoplanètes et qu'on peut diviser en deux grandes familles. Il y a la famille des méthodes directes et la famille des méthodes indirectes. La famille des méthodes directes, c'est basé sur l'imagerie directe. L'objectif, c'est de prendre une image de ce système constitué d'une planète qui orbite autour d'une étoile. Mais il y a des défis. Le premier défi, c'est que le système il est situé à des distances astronomiques, des milliers d'années-lumière, et donc nous aurons le problème de la résolution angulaire. La résolution angulaire, pour simplifier, c'est notre capacité à distinguer deux objets très proches l'un de l'autre dans le ciel. Plus un objet est loin, plus il nous paraît petit et difficile à différencier de son environnement. Imaginez simplement que vous essayez de voir un grain de sable à plusieurs kilomètres de distance. Eh bien à ce moment-là, il se fondrait littéralement dans le paysage. Et c'est exactement le même problème que nous avons avec l'imagerie directe des exoplanètes. La lumière de leur étoile est des millions de fois plus forte. Et c'est ça qui les rend presque impossibles à voir sans des techniques spécifiques. Comme par exemple la coronographie qui masque la lumière de l'étoile pour mieux distinguer la planète. Mais pour le coup, cette méthode est encore très difficile à utiliser et ne fonctionne que pour les planètes géantes situées loin de leur étoile. Et c'est pourquoi on utilise davantage de méthodes indirectes. La famille des méthodes indirectes sont basées sur l'étude des différents effets de la planète sur son étoile. Généralement, il y a deux effets. L'effet photométrique et l'effet gravitationnel. Donc, il y a plusieurs techniques. La première technique et la plus fameuse, c'est la technique des transits. Lorsque la planète passe devant son étoile, une quantité de la lumière elle est bloquée par le disque planétaire. Et donc, si on mesure la luminosité de l'étoile en fonction du temps, nous allons observer une diminution temporaire qui apparaît périodiquement. Et donc, on peut dire qu'un objet passe devant son étoile et cet objet il est potentiellement planète. Pour mieux comprendre, imaginez que vous regardez une ampoule allumée et que quelqu'un passe devant avec un petit objet comme par exemple une balle de golf. Ce que vous allez voir à ce moment-là, c'est une très légère baisse de luminosité à peine perceptible. C'est exactement ce qui se passe avec les méthodes de transit. Chaque fois qu'une exoplanète passe devant son étoile, elle bloque une fraction infime de la lumière et cette baisse est détectable par des télescopes spécialisés comme Kepler et TESS. Et grâce à cette technique, nous avons découvert des systèmes comme TRAPPIST 1 avec ses 7 planètes rocheuses dont 3 en zone habitable. Mais attention car il faut être prudent. D'autres phénomènes comme les étoiles binaires ou des variations naturelles de l'étoile peuvent produire de faux positifs. C'est ce qui oblige les astronomes à vérifier ces données avec d'autres méthodes. Il y a l'autre méthode qui s'appelle la méthode de la vitesse radiale et donc elle est basée sur l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est le changement de longueur d'onde selon le mouvement du source lumineux. L'effet Doppler, on le voit tous les jours sans s'en rendre compte. Imaginez une ambulance qui approche de vous. Plus elle s'approche de vous, plus le son de la sirène semble devenir beaucoup plus aigu.
Et une fois qu'elle passe, elle s'éloigne et le son devient plus grave. Eh bien, ce phénomène se produit aussi avec la lumière. Quand une étoile oscille légèrement à cause de la présence d'une planète qui l'attire, sa lumière est décalée vers le bleu lorsqu'elle se rapproche de nous et vers le rouge quand elle s'éloigne. En mesurant ces variations minuscules dans la lumière de l'étoile, nous pouvons détecter la présence d'une planète, estimer sa masse et déterminer sa trajectoire orbitale. Cette technique a permis de découvrir 51 Pégasi B en 1995, la première exoplanète détectée autour d'une étoile semblable au Soleil. L'autre technique, c'est la technique d'astrométrie. C'est de mesurer la position de l'étoile dans le ciel, ses coordonnées, rotation and declination. Il y a aussi d'autres méthodes qui est basée sur le micro-lentille gravitationnelle, déviation de la lumière, lorsqu'elle passe à côté d'un corps très massif. C'est dans le cadre de la relativité générale d'Einstein. L'astrométrie fonctionne comme une balance très sensible. Imaginez que vous regardez une étoile fixe depuis la Terre. Si une planète massive tourne autour d'elle, l'étoile va légèrement osciller sous l'effet de la gravité de la planète. Quant aux micro-lentilles gravitationnelles, c'est un phénomène qui permet de voir des planètes extrêmement lointaines, même en dehors de notre galaxie. Et tout cela en utilisant l'effet de loupe gravitationnelle prédit par Einstein. Une étoile qui passe devant une autre agit comme une lentille naturelle, amplifiant la lumière de l'arrière-plan et révélant parfois la présence d'une exoplanète en orbite. Et c'est l'une des seules méthodes qui nous permet de détecter des exoplanètes situées à des distances colossales. On pourrait avoir une certaine forme de vie ailleurs dans l'univers. Et de mon point de vue, la chimie qui a fait apparaître la vie sur Terre doit avoir lieu sur une autre planète ailleurs dans l'univers, parce que notre univers, elle est assez vaste, nous avons assez d'étoiles, assez de planètes, et donc je crois bien que nous pouvons avoir des planètes ailleurs dans l'univers qui ont une certaine forme de vie. Il faut savoir que l'univers est immensément vaste. Il contient des centaines de milliards d'étoiles et au moins 100 milliards de planètes rien que dans notre galaxie. Avec un tel nombre, il est très probable qu'une planète ait les bonnes conditions pour que la vie apparaisse. Mais attention, car avoir une planète en zone habitable ne signifie pas qu'elle est habitée. C'est une étape, une condition nécessaire mais pas suffisante. L'étape suivante consiste à analyser son atmosphère pour voir si l'on détecte des biosignatures. C'est-à-dire plus précisément des gaz qui pourraient être produits par la vie. Maintenant que je vois que tu y crois un petit peu, je vais te demander quels sont les principaux facteurs justement à prendre en compte pour déterminer si justement une planète peut avoir la vie, quelles sont les conditions pour abriter la vie entre guillemets, qu'elle soit dans la zone habitable de son étoile, qu'il faut qu'elle ait de l'eau et combien de temps il faut qu'elle se développe pour avoir, je sais pas, pour même avoir une vie microbienne ou autre, hein, de toute façon. D'abord, avant de répondre à cette question, il faut penser un petit peu à notre vie sur Terre. Donc, il y avait plusieurs facteurs, comme vous savez. Il y a par exemple la rotation de la Terre, la distance Terre-Soleil, donc la position de notre planète dans la zone habitable. Il y a le champ magnétique qui nous protège du vent solaire et sans ce champ magnétique, le vent solaire, donc ça peut dégrader la vie, donc ça peut faire disparaître la vie sur Terre. Sur Terre, nous avons eu beaucoup de chance. Nous sommes à la bonne distance du Soleil, ni trop chaud, ni trop froid. Notre planète tourne sur elle-même en 24 heures, ce qui permet d'avoir des journées et des nuits équilibrées. Nous avons aussi un champ magnétique puissant qui nous protège des radiations cosmiques et du vent solaire puissant. Sans oublier la Lune qui joue aussi un rôle clé. Elle stabilise notre axe de rotation, ce qui empêche de grands changements climatiques brutaux. Si l'on cherche une autre planète habitable, il faut prendre en compte tous ces paramètres. Et surtout voir si elle possède une atmosphère capable de protéger et de maintenir des conditions de vie. Généralement, les planètes qu'on sait dans la zone habitable ou la zone d'habitabilité, et cette zone, il faut savoir qu'elle a été inventée juste pour prioriser les exoplanètes qui sont plus favorables pour d'autres études approfondies. Parce que nous avons jusqu'à présent presque 6000 exoplanètes détectées et confirmées. Et donc, nous ne pouvons pas étudier toutes ces planètes à la fois. Donc, il faut prioriser les planètes qui sont plus favorables pour des études sur l'habitabilité. Un autre problème, c'est la rotation des exoplanètes. Certaines planètes autour d'étoiles naines rouges sont bloquées par ce que l'on appelle les effets de Marie. Cela signifie qu'elles montrent toujours la même face à leur étoile. Un côté de cette planète est en permanence exposé à la lumière, tandis que l'autre est plongé dans une nuit éternelle. Cela crée donc d'énormes écarts de température entre les deux faces. Si la planète a une atmosphère dense, elle pourrait répartir la chaleur et équilibrer les températures, mais sinon, il serait difficile d'y trouver un environnement stable pour la vie. Il y a plusieurs facteurs
qui jouent un rôle contre l'apparition de la vie. Par exemple, les planètes dans la zone habitable, ils ont des orbites 20 jours, 30 jours, 40 jours, et donc il y a des effets de marée fortes entre la planète et l'étoile qui fait freiner la planète de faire une rotation autour elle-même. Il y a donc toujours ce qu'on appelle le day side et le night side. Le day side, c'est-à-dire une face de la planète, elle est toujours ensoleillée, et l'autre face, elle est toujours tac, il y a toujours la nuit. Ce phénomène est appelé verrouillage gravitationnel. Imaginez une planète qui ne tourne plus sur elle-même, où le soleil ne se lève jamais d'un côté et ne se couche jamais de l'autre. Il va donner lieu à un gradient de température très fort, mais ça n'empêche pas à dire que oui, nous pouvons avoir des planètes qui peuvent abriter une certaine forme de vie. Il y a déjà des projets pour écouter l'univers, comme le projet SETI par exemple. Le problème, c'est que, imaginons que nous avons une civilisation ailleurs dans l'univers. Est-ce que cette civilisation, ils ont la même conscience que nous? Est-ce qu'ils ont développé un certain type d'intelligence pour construire leur propre technologie? Et donc, s'ils ont une technologie, est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir communiquer avec nous? Le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, est l'un des plus grands projets de recherche qui tente de capter des signaux venus d'autres mondes. Mais la question ici n'est pas seulement d'écouter, elle est surtout de savoir quoi écouter. Il faut savoir que nos moyens de communication sont basés sur des technologies et une perception du monde spécifique à l'humanité. Une autre civilisation, par exemple, ne pourrait pas utiliser les mêmes systèmes que nous, rendant la communication extrêmement difficile, voire même impossible. Imaginons maintenant que nous avons une civilisation avec une certaine intelligence qui a développé une technologie. Donc, pour communiquer, quels sont les moyens qu'on va utiliser? Parce que notre civilisation et l'autre civilisation sont développées indépendamment. Et donc, le problème, c'est que est-ce qu'il y a un moyen de communiquer avec eux? Donc, quelle est la langue qu'on va utiliser? Imaginons un instant que nos cerveaux fonctionnent différemment de ceux d'une autre espèce intelligente. Sur Terre, même entre espèces, les modes de communication varient énormément. Les humains parlent, les dauphins utilisent des ultrasons et les abeilles dansent pour communiquer. Alors, comment être sûr que des êtres vivants sur une exoplanète utilisent les ondes radio comme nous? Peut-être qu'ils utilisent des signaux gravitationnels, des impulsions lumineuses ou des phénomènes que nous n'avons même pas encore découverts. Et même si nous captions un signal, serions-nous capables de le comprendre? L'autre problème, c'est que, imaginons que nous avons une civilisation qui a pu communiquer avec nous. Cette civilisation, elle est à des distances astronomiques, à des milliers d'années-lumière, et pour envoyer un message, donc on envoie un message, donc il va prendre, par exemple, imaginons que nous avons une civilisation par le système TRAPPIST 1, donc il va falloir 40 ans pour qu'ils reçoivent notre message. Et nous devons attendre 2 fois cette distance pour recevoir leur réponse. Et donc, je pense que ça serait très difficile de communiquer, mais ça n'empêche pas à chercher des signes ou bien des messages qui sont envoyés. Les distances interstellaires posent un problème fondamental. Nous sommes limités par la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, c'est une barrière infranchissable selon nos connaissances actuelles de la physique. Même en envoyant un message à la vitesse maximale possible, il mettrait des siècles, voire des millénaires pour atteindre une exoplanète lointaine. Cela signifie donc que chaque tentative de contact est un pari sur l'avenir. Car au moment même où nous recevons une réponse, notre civilisation ne pourrait très bien plus exister. Aussi, lorsqu'on parle d'une civilisation, les scientifiques et les philosophes, ils ont déjà pensé beaucoup à cette topic, et ils disaient que lorsqu'on parle d'une civilisation, on peut parler d'une civilisation qui est déjà apparue et disparue. Donc, une civilisation qui existe actuellement avec nous, ou bien une civilisation qui va apparaître après notre disparition. L'univers a plus de 13,8 milliards d'années. Les civilisations pourraient émerger et disparaître à des époques totalement différentes. Cela signifie que même si la vie intelligente est courante, les chances qu'elle existe en même temps que nous sont extrêmement faibles. C'est ce que l'on appelle le paradoxe temporel des civilisations extraterrestres. Elles pourraient être trop anciennes ou trop jeunes pour que nous puissions les rencontrer.
Maintenant, j'ai des personnes extérieures, du coup, à l'interview, qui souhaiteraient te poser une question, et même deux parfois. Donc, je vais te donner l'iPad, je te laisse regarder, cliquer sur Play, et t'as plus qu'à écouter sa question et y répondre comme tu le sens. Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, en fait, j'ai essentiellement deux questions à vous poser concernant les exoplanètes. Ma première question étant, quelle exoplanète semble être la meilleure candidate afin d'accueillir la vie humaine? Et dans un deuxième temps, ma deuxième question serait, quel est l'intérêt en fait de rechercher des exoplanètes si l'on sait pertinemment que pour le moment, nous n'avons pas en fait les technologies nécessaires pour s'y installer? Voilà, merci beaucoup. En fait, je n'ai pas, pour la première question, je n'ai pas exactement une planète à la tête qu'on peut dire qu'il est la meilleure planète pour faire des recherches sur la vie. Ouais. Mais pour la deuxième question, quel est l'intérêt? Donc la question c'était quel est l'intérêt de chercher des planètes ailleurs si on peut pas y aller, ouais. Si nous n'avons pas les moyens pour y voyager, c'est ça. D'abord, ce qu'on fait pour les exoplanètes, c'est pas seulement pour y voyager, mais pour répondre à plusieurs questions fondamentales qui ont été posées depuis des siècles. Comment notre système solaire s'est formé et comment il a évolué? Avec les exoplanètes, donc il y a plusieurs questions qui sont posées. Comment les exoplanètes ou bien les systèmes exoplanétaires se forment et évoluent? C'est ça la question principale qui est posée. Et avec les exoplanètes, on veut répondre à cette question. Il y avait d'autres questions, bien sûr. Quelles sont les conditions qui ont fait apparaître la vie sur Terre? Ouais. Et quelles sont les conditions qui peuvent faire apparaître la vie ailleurs dans l'univers? C'est pas forcément pour y voyager, mais pour étudier, pour comprendre notre système solaire et pour comprendre l'univers. Maintenant, j'ai une autre question de Charles. Hop, je te laisse. D'accord. Je te laisse regarder. Bonjour à vous, moi je suis passionné de science-fiction et justement j'ai une petite question pour vous. Dans les œuvres de science-fiction, on voit très souvent l'humanité qui colonise des exoplanètes, mais on ne dit jamais comment ils ont réussi à y parvenir. Et c'est justement ça ma question. Selon vous, quels seraient les principaux défis technologiques ou biologiques auxquels l'humanité pourrait faire face et doit faire face pour coloniser des planètes en dehors du système solaire, voire même des planètes voisines comme Mars ou Vénus? Voilà, merci à vous pour votre réponse. C'est une question très intéressante. Généralement, pour les exoplanètes, le défi principal, c'est que nous sommes limités en termes de vitesse, à la vitesse de la lumière. Et que les systèmes sont situés à des années-lumière, comme j'ai dit, des centaines à des milliers d'années-lumière. Et donc, ça serait très difficile d'y voyager. Donc, par exemple, pour voyager à un système qui est situé à 40 années-lumière, donc pour aller et revenir, ça fait l'âge moyen de l'homme sur Terre. Et donc, ce qui est très difficile. Aussi, en termes de carburant, comment on va voyager, quelles sont les forces qu'on va utiliser, aussi les moyens qu'on va utiliser. Et donc, je pense qu'actuellement, avec la technologie actuelle, il est très difficile de faire ça. Je ne veux pas être très pessimiste, mais je peux dire que c'est impossible. Pour les planètes de notre système solaire, j'ai souvent eu cette question. Si on fait la même chose sur une autre planète comme Mars, par exemple, comme nous avons fait sur Terre, il serait mieux de rester sur Terre et de ne pas y aller. Ouais. Si on va plier Mars, donc c'est mieux de rester ici. Pour Mars, par exemple, donc il faut savoir d'abord est-ce qu'il a un champ magnétique pour nous protéger du vent solaire. Il faut s'adapter, par exemple, à sa gravité. L'oxygène, est-ce que nous avons assez d'oxygène? Bien sûr, non. Et donc, comment on va, donc quelles sont les solutions, les techniques qu'on va utiliser pour créer une atmosphère riche en oxygène? Donc, bien sûr, les scientifiques pensent à faire, par exemple, des explosions massives ou quelque chose comme ça pour créer une atmosphère artificielle. Et donc, je pense que c'est une thématique qui est très difficile et en même temps très ambitieuse. Nous avons exploré les exoplanètes, les mondes lointains, les recherches fascinantes qui nous aident à mieux comprendre notre place dans l'univers. Mais avant d'aller plus loin dans cette quête, un autre combat se joue bien plus près de nous, ici même sur Terre. Car que vaut notre capacité à explorer le cosmos si nous perdons notre propre ciel étoilé?
La pollution lumineuse efface progressivement ce lien millénaire que nous avons avec l'univers. Les étoiles disparaissent sous un voile artificiel et l'observation astronomique devient un défi toujours plus grand. Mais heureusement, des scientifiques et des passionnés se battent pour préserver cette fenêtre sur l'infini. Parmi eux, nous avons l'association Dark Sky qui œuvre pour réduire la pollution lumineuse et protéger les dernières réserves de ciel noir sur Terre. Alors, comment lutter contre ce phénomène ? Quels sont les impacts réels de cette lumière envahissante sur l'astronomie, l'environnement et notre propre santé ? C'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Le début de l'initiative, c'était un peu par les astronomes qui ont donc incité cette initiative, donc ont créé cette tentative donc de protéger l'observatoire, de protéger donc leur travail, leur recherche. Bon, la création de l'observatoire était officiellement en 2007. Avec les données qu'on a donc là-bas, avec les caméras au sky, on s'aperçoit donc qu'il y a un danger de la lumière qui vient de Marrakech, des petits villages aux alentours de l'observatoire. Ça a créé une inquiétude donc sur les observations, sur la recherche. Le but, c'est d'élargir un peu l'observatoire, d'avoir plus de projets, donc plus de copoles, plus de télescopes, faire plusieurs recherches. Et donc là, on voit que cette lumière qui vient pour nous, entre parenthèses, c'est un désastre qui va être un désastre pour l'observation. L'observatoire ne se contente pas d'observer le ciel, il veut grandir, se développer et accueillir de nouveaux projets scientifiques. Mais cette expansion est menacée par une lumière grandissante qui envahit progressivement l'horizon. Aujourd'hui, nous ne perdons pas seulement les étoiles, nous perdons aussi la capacité de comprendre l'univers. Si rien n'est fait, des décennies de recherche pourraient être compromises par une lumière que nous pouvons pourtant contrôler. L'initiative Dark Sky a donc vu le jour pour protéger ces lieux d'observation essentiels. Mais comment peut-on réellement lutter contre la pollution lumineuse? Quels sont les moyens concrets mis en place? C'est ce que nous allons découvrir. Voilà, donc les fruits de cette initiative, c'était en 2018 qu'on a pu donc créer le premier workshop dédié justement à étudier la pollution lumineuse, leurs effets. Oui, parce que c'est ça aujourd'hui, Dark Sky, on dénonce qu'il y a trop de pollution lumineuse, mais est-ce qu'on fait quelque chose pour qu'entre guillemets, il y en ait moins, et comment on le fait? Ça, c'était le but du workshop, savoir comprendre le problème de la pollution, et comment l'étudier, et comment le contrôler, bien sûr, dans le futur, et donc réduire son impact négatif sur l'astronomie. Mais bon, dans le workshop, ne se focalisait pas sur l'astronomie, mais la pollution aussi, il impacte d'autres secteurs. Il faut savoir que l'impact de la pollution lumineuse ne s'arrête pas au télescope et à l'astronomie. Évidemment, elle empêche les astronomes d'observer les objets les plus faibles du ciel, mais elle perturbe aussi les cycles biologiques de nombreuses espèces nocturnes. Certains oiseaux migrateurs se perdent à cause des lumières artificielles, tandis que les insectes nocturnes sont attirés par les lampadaires et meurent en masse, dérangeant toute la chaîne alimentaire. Et même nous, les humains, nous sommes affectés. La lumière artificielle excessive dérègle notre production de mélatonine, impactant notre sommeil et notre santé. Quelle est la solution pour, par exemple, les villageois? Est-ce qu'ils vont éteindre leur lumière? Donc, on doit leur présenter une alternative. Voilà. Bah oui. Il ne faut pas éteigner, mais bon, changer le lampadaire de telle façon qu'il respecte certaines caractéristiques. Voilà, on commence à élargir un peu donc, les intervenants dans ce projet de Dark Sky. C'est un véritable défi. Comment convaincre les gens de réduire leur impact lumineux sans compromettre leur mode de vie? L'éclairage public est essentiel pour la sécurité et la vie quotidienne, donc il faut trouver des alternatives intelligentes. L'idée est de ne pas supprimer la lumière, mais de mieux l'utiliser, en orientant les lampadaires vers le sol plutôt que vers le ciel et en adoptant des ampoules à lumière chaude qui réduisent la dispersion lumineuse. En parlant aussi du Dark Sky, est-ce que vous anticipez aussi peut-être par la suite, pas forcément maintenant, parce que là on parle beaucoup de luminosité, on peut parler aussi de pollution, mais on peut parler aussi de la pollution, on parle des satellites, du ciel. Oui. Est-ce que justement cette association a aussi un impact, peut-être plus tard, dans le futur, d'essayer justement de garantir un ciel dégagé. Quand on pense souvent à SpaceX, Elon Musk, tous les satellites qu'il peut envoyer qui sont trop lumineux, est-ce que justement là-dessus on pense avoir une initiative par le futur? Alors, parce que lui aussi, elle gêne aussi les observations. Oui. Et donc, c'est une autre source de pollution. Mais je pense que par la suite, ça va pousser un peu, créer des normes aussi pour garder le ciel,
pour faire donc de l'internet ou donc c'est démesuré peut-être pour l'utilité mondiale, ouais. L'utilité mondiale, c'est ça. Au final, c'est comme on en discutait, je sais plus, avec le doyen, oui. il me semble, de l'université, qui nous disait justement à quoi ça sert en fait de faire autant, d'avoir internet partout, si au final les gens qui habitent dans ces régions-là ne peuvent même pas l'utiliser ni le payer en fait. Voilà. Donc quelle utilité au final. Voilà, mais forcément par le futur, donc ça sera un peu structuré un peu, voilà. Le problème est très simple. Plus il y a de satellites en orbite basse, plus ils reflètent la lumière du soleil et plus ils perturbent les observations astronomiques. Lorsqu'un télescope pointe une région du ciel pour capturer une image longue pause, il peut être traversé par des dizaines de satellites en quelques minutes, laissant des traînées lumineuses sur les clichés scientifiques. Ce problème est particulièrement visible avec les constellations de satellites de communication comme Starlink de SpaceX, qui prévoit de lancer plus de 40 000 satellites dans les prochaines années. Petite question aussi très importante, parce que ça pourrait aussi s'adresser, on va dire, au monde entier, parce que ça touche pas forcément, je pense, que le Maroc. Je pense que mondialement, il y a forcément des pays qui, comme au final tu l'as dit tout à l'heure, la France, nous, on a des normes, mais on va à Paris, je suis désolé, on voit pas le ciel. Mais est-ce que justement ça pourrait pas s'adresser à une population mondiale? Et comment toi déjà tu fais pour communiquer ça à la population, pour leur expliquer les problèmes en fait que ça cause? Mais est-ce que justement il n'y a pas un impact supérieur, comme leur dire oui mais toi dans ta santé ça va peut-être t'impacter aussi d'avoir trop de lumière comme ça? Oui c'est ça. Donc côté recherche par exemple, pour sensibiliser un peu les gens, les habitants, c'est de corréler donc l'effet de la lumière intrusive qui entre à nos chambres de nuit, par exemple, et qui est la cause principale du cancer. Quand je suis à Paris, ça veut dire qu'en fait la lumière extérieure de la ville permanente, entre guillemets, peut me rendre malade. Oui, c'est ça. Alors, c'est énorme. Alors on a des hormones, par exemple, le mélatonine, qui est responsable donc à nos sommeils, par exemple. Et donc, on essaie de mesurer l'impact de cette lumière qui entre pendant la nuit sur le taux de mélatonine. Nous avons vu les dangers de la pollution lumineuse, son impact sur l'astronomie, la nature et même notre santé. Mais préserver le ciel nocturne ne suffit pas. Il faut aussi transmettre cette passion et cette science aux générations futures. L'astronomie ne se limite pas à observer l'univers, c'est aussi une aventure humaine, un voyage intellectuel qui inspire et questionne. Si nous voulons continuer à explorer les exoplanètes, comprendre notre place dans l'univers et repousser les frontières du savoir, alors il est essentiel de transmettre ces connaissances. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire justement à un jeune qui s'intéresse un petit peu à l'astronomie, mais qui a un petit peu peur des compréhensions, de quelque chose pour le motiver, entre guillemets, à peut-être s'intéresser à plus loin encore dans ce domaine? On est très satisfait parce que les premiers festivals d'astronomie, c'était à Marrakech. Mais actuellement, il y a d'autres villes qui organisent. Il y a le festival d'astronomie d'Ifrane, à l'université Al-Akhawaïn, le festival de Rabat, le festival d'Agadir, Donc, il y a une ouverture actuellement des jeunes pour l'astronomie. Et comme disait André Braic, l'un des grands astronomes, il a dit « Le futur de l'homme, c'est l'espace ». Il faut savoir que l'astronomie n'est pas réservée qu'aux experts. C'est un domaine d'exploration et chaque génération apporte de nouvelles découvertes. Aujourd'hui, avec l'accès instantané à l'observation, il est plus facile que jamais d'apprendre, d'observer et de se passionner. Il y a encore quelques années, il fallait se déplacer en bibliothèque pour chercher un livre sur les étoiles. Alors qu'aujourd'hui, avec un simple smartphone, on peut accéder à des milliers de ressources, simuler des planètes en 3D et même pointer son téléphone vers le ciel pour identifier les étoiles. Quand on prend l'exemple, par exemple, actuellement du satellite James Webb, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire d'envoyer un engin vers le point de Lagrange, donc un point d'équilibre entre la Terre et le Soleil. Et c'est un satellite qui fonctionne dans l'infrarouge. Donc il apporte beaucoup de nouveautés sur les confins de l'univers, sur l'origine de l'univers, sur beaucoup de données qui sont encore floues et méconnaissantes. Après une journée aussi dense où nous avons traversé les étoiles, exploré les défis de l'astronomie et pris conscience des dangers qui menacent nos observations, il est temps maintenant de souffler un peu. L'esprit encore rempli d'images de mondes lointains et d'idées pour préserver notre ciel, nous reprenons la route. En roulant vers l'hôtel, nous avons un moment pour digérer tout ce que nous venons d'entendre.
Ce combat pour préserver le ciel nocturne n'est pas seulement une affaire scientifique. Il nous concerne tous. Nous avons grandi sous un ciel d'étoiles, mais aurons-nous la chance de les voir demain? Demain, une autre aventure nous attend. Mais pour l'instant, c'est l'heure de se poser, de se recentrer, et peut-être avant de fermer les yeux, de lever la tête une dernière fois vers ce qui nous rassemble tous, vers l'infini du cosmos. Aujourd'hui est un jour particulier. Ce n'est plus une simple étape dans notre voyage, mais un véritable point culminant. Après avoir rencontré les chercheurs, compris leur travail et leurs découvertes, nous nous rendons à la source même de leur quête. L'observatoire de Loukayméden. C'est ici, à 2750 mètres d'altitude, que les regards se tournent vers les étoiles, que des mondes inconnus ont été révélés et que la science dépasse les frontières terrestres. Cet observatoire n'est pas seulement un point d'observation marocain. Des chercheurs du monde entier, que ce soit des Français, des Belges, des Russes, des Chinois, des Australiens, travaillent ici à distance, partagent leurs données et collaborent pour percer les mystères de l'univers. L'une des découvertes majeures faites ici est celle du célèbre système TRAPPIST-1. Des mondes qui pourraient peut-être abriter déjà la vie. Mais avant d'arriver là-haut, il faut d'abord grimper. Il est 10 h du matin et nous récupérons le professeur Ben Khaldoun à une station-service. L'ambiance est super détendue, on prend un café, on échange sur la journée qui nous attend. Puis juste après ce petit moment entre nous, nous prenons la route vers les hauteurs de l'Atlas. Très vite, on commence à quitter les routes classiques pour nous engager sur des chemins beaucoup plus escarpés. Et ici, les routes sont parfois à flanc de montagne avec des précipices vertigineux sans aucune barrière de sécurité. C'est à la fois impressionnant, mais c'est juste magnifique. Plus on commençait à grimper et plus les paysages devenaient spectaculaires. Mais ce qui nous a marqué aussi ici, c'est la vie qu'il y a dans les montagnes. On a commencé à croiser des familles qui vivaient en altitude loin de tout dans des petites maisons. Et pour le coup, ici, l'accès à l'éducation est très difficile. Les chercheurs que nous accompagnons s'impliquent d'ailleurs dans des projets éducatifs pour offrir aux enfants un accès à la connaissance. L'un d'eux, qui nous a parlé de la pollution lumineuse hier, est aussi professeur dans ces montagnes, enseignant à ceux qui, autrement, n'auraient peut-être jamais eu accès à l'apprentissage. Et pendant que nous montions, une question nous a traversé l'esprit. Combien d'enfants vivant ici, sous le ciel pur, deviendront peut-être les astronomes de demain? Et puis, enfin, nous y sommes. Ici, à 2750 mètres d'altitude, nous avons vu un panoramique à couper le souffle. L'horizon s'étend à perte de vue et les nuages flottent sous nos pieds. Nous sommes littéralement au sommet du monde. Avant de nous plonger dans l'univers des télescopes et des découvertes, nous faisons une pause au club alpin. L'accueil était juste super chaleureux et je les remercie encore de nous avoir accueillis. Juste après qu'on ait déposé nos affaires, on a partagé un tagine avec nos hôtes, discutant de l'importance de cet observatoire pour la science mondiale. Mais maintenant, il est temps d'entrer dans le cœur de la recherche. Sur le flanc de cette montagne se trouvent des télescopes parmi les plus avancés du continent. Certains sont privés, inaccessibles au public, mais aujourd'hui, grâce aux chercheurs qui nous accompagnent, nous allons pouvoir les explorer. Et il faut savoir que ce lieu est unique. Il ne s'agit pas seulement d'un télescope posé sur une montagne. Ici, nous ne sommes plus à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle de l'humanité tout entière. Peu importe les nationalités, les frontières ou la politique. Ce qui compte ici, c'est la quête de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons voir de nos propres yeux ce qui rend cet endroit si spécial. Nous allons comprendre comment ces instruments permettent d'explorer l'univers, comment les chercheurs ici, isolés dans ce silence, percent les secrets des étoiles. Nous sommes ici à l'observatoire de Loukayméden, un site qui est devenu au fil des décennies l'un des centres d'astronomie les plus importants d'Afrique. Mais avant de voir ce qu'il est aujourd'hui, il faut comprendre d'où tout a commencé. 1986, début 87, on cherchait à s'installer à Loukayméden, mais il fallait trouver un endroit assez haut et où il y a le courant qui arrive. Or, il se trouve qu'il n'y avait que la station de la télé marocaine qui est derrière et qui ont bien voulu nous donner un câble. Et donc, on s'est mis là-bas, là où il y a les voitures, avec une cabane de chantier. Et c'est dans cette cabane de chantier où on a commencé les premières mesures. Voilà, alors là, on est à l'intérieur de la coupole trappiste. C'est en fait, il s'appelle Trappiste Nord. Tout le monde cherchait des exoplanètes autour d'étoiles qui ressemblent au Soleil, ce qui est relativement difficile à trouver. L'équipe derrière Trappiste a dit, il y a des naines rouges, des étoiles qui sont plus froides, plus petites. Et donc, évidemment, les planètes qui sont autour sont plus facilement détectables.
Donc ils se sont spécialisés dans l'observation des exoplanètes autour des naines rouges. Et c'est comme ça que le système TRAPPIST a été découvert avec 7 planètes qui sont de l'ordre de la dimension de la Terre, dont 3 se trouvent dans la zone qu'on appelle la zone habitable. Okay. Donc avec une forte probabilité de trouver des atmosphères susceptibles à la vie de ce système. C'est l'une des plus grandes découvertes à l'échelle mondiale. Quand on détecte un météore par les diverses caméras, on fait de la triangulation et on essaie de remonter à la chute, à l'endroit, au point d'impact. Et plus vite on détectera le météorite l'endroit, plus vite on ira le chercher avant qu'il soit souillé par les chercheurs de météorites, qu'il soit pris. Donc pour la science, c'est pareil. C'est des objets quand même extraterrestres, donc elles amènent avec la météorite, elle est riche en informations, et donc plus fraîchement on l'a, mieux c'est. Un aspect fascinant des météorites, c'est qu'ils sont des capsules temporelles venues directement de l'espace. Certaines datent de plusieurs milliards d'années, et en les étudiant, nous pouvons retracer les premiers instants du système solaire. Mais pour les exploiter pleinement, il faut les récupérer le plus vite possible avant qu'elles ne soient altérées par l'environnement terrestre. Donc, il y a un réseau, là c'est le réseau GMN, il s'appelle Global Meteor Network. C'est lors d'une de mes visites dans un congrès au Canada que je suis rentré avec eux. J'ai ramené avec moi une des caméras et après il y a des collègues belges aussi qui ont les mêmes caméras. On a installé cela. Le Maroc est un pays clé pour la recherche sur les météorites. Son climat aride et désertique facilite la conservation des fragments, contrairement aux zones humides où les météorites se détériorent beaucoup plus vite. Avec un réseau de surveillance en expansion, le pays est de plus en plus impliqué dans la recherche de ces objets célestes. Pour les chercheurs, ces fragments d'astéroïdes sont des capsules temporelles, des témoins directs de l'histoire du système solaire. Ils nous permettent d'analyser la composition du corps céleste, de comprendre les matériaux qui ont formé notre planète et parfois même de trouver des indices sur l'origine de la vie elle-même. Mais récupérer un météorite intact est une véritable course contre la montre. Plus il est trouvé rapidement après sa chute, et moins il est contaminé par l'environnement terrestre, et plus il livre d'informations précieuses. Grâce au réseau de détection comme le GMN, chaque impact est repéré en temps réel, permettant une récupération efficace et rapide. On va commencer par les Russes. Là, théoriquement, c'est interdit de monter parce que c'est seulement les personnes autorisées. Ouais. Mais je me considère comme une personne autorisée. Bon, alors là, du coup, nous voici dans la section dédiée aux Russes. Ce programme est spécifiquement orienté vers l'observation des objets proches de la Terre, qu'il s'agisse d'astéroïdes, de débris spatiaux ou de satellites en orbite basse. Juste pour refaire le point sur parce qu'aujourd'hui il y a le problème avec la Russie, etc. Comment ils font du coup pour venir au Maroc? Voilà, donc on a eu parmi la diversité des partenaires de l'observatoire, on a eu une demande de la part d'une société scientifique russe privée pour venir s'installer au Maroc. Et cette demande est venue juste au moment, juste avant en fait le démarrage de la crise avec l'Ukraine. Oui. Et donc pour un moment ils ont commencé à avoir des soucis évidemment pour pouvoir transporter le matériel, pour envoyer l'argent, etc. Alors l'astuce qu'ils ont réussi à trouver, c'est de créer une société de droit marocain qui traite avec la Russie. Donc, vous savez que le Maroc, il traite beaucoup avec la Russie, il y a des échanges, il y a des phosphates, il y a du gaz, je crois, russe qui arrive, il y a de l'export marocain vers la Russie, donc ça s'est pas arrêté. Okay. Et ils ont trouvé le moyen de détourner les embargos, les divers embargos qui sont faits, notamment pour les vols. Il n'y avait plus, par exemple, de vols directs de Russie vers le Maroc. Ils ont dû passer par la Turquie. Et donc, je pense que même le matériel a dû transiter par la Turquie pour venir au Maroc. Okay. Voilà, mais ils ont réussi à vite s'adapter et à surmonter les difficultés, et à installer Et ça marche très bien, ils sont très efficaces et très ingénieux aussi. Ils ont aidé par exemple pour cet abri. Bon, ça s'est fait au départ avec une société marocaine, mais ils ont, en termes d'ingénierie, ils ont beaucoup apporté pour rendre l'abri un peu plus robuste et plus synchronisé. Ce que cette histoire montre, c'est que la science dépasse les frontières.
Même dans un contexte de tension internationale, la collaboration scientifique trouve toujours des solutions. L'astronomie n'a pas de nationalité et l'exploration spatiale est une quête collective. Ici, malgré les défis géopolitiques, les chercheurs russes et marocains travaillent ensemble pour surveiller les objets célestes et préserver la sécurité dans l'espace. Bon, après, quand on a développé le concept de louer les télescopes, je crois que tous les télescopes, sauf un, sont loués à des partenaires, à divers partenaires étrangers. Et un particulier, par exemple, qui a envie de venir, admettons qu'il s'y connaît un petit peu, il peut louer ce genre de matériel ou pas? Ah oui, toi, si tu peux louer. Oui, c'est ça. Je te le loue. Ce qui était intéressant à savoir ici, c'est qu'aujourd'hui, il est possible pour un passionné d'astrophotographie d'accéder à un télescope professionnel depuis chez lui, en le louant directement à distance. Ces observatoires offrent une opportunité unique à ceux qui veulent capturer des images précises de l'univers sans avoir à investir dans du matériel coûteux. Dès que vous êtes prêts. Salut à tous et salut Alexandre. J'avais une question assez particulière. Je voulais savoir si grâce aux neutrinos, il était possible de découvrir de nouvelles étoiles. Voilà, donc j'espère que j'aurai une réponse et je vous remercie d'avance pour la réponse. Merci pour la question. Donc, c'est une question très intéressante. Alors, les neutrinos, c'est des particules très difficiles à capter. Il y a donc plusieurs expériences au fond des océans, des redoublements d'ingéniosité pour les découvrir. Et c'est effectivement des signatures qui peuvent révéler un phénomène très énergétique qui peut être une supernova, une explosion d'étoiles et également, évidemment, un signal rémanent d'une formation des nuages qui va donner naissance après à une étoile. Donc c'est parmi les autres signatures possibles pour découvrir d'autres étoiles. Bonjour. La question concerne la terraformation. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée et pensez-vous qu'un jour on y arrivera? Alors pour la terraformation, donc c'est un terme que je connaissais pas, que je découvre, mais on me l'a expliqué. Donc non, l'humain, même avec toute la technologie qu'on arrive à faire maintenant, ne peut pas reproduire les conditions de la formation d'une planète, quelle qu'elle soit. C'est très difficile, c'est des processus qui sont très longs, qui prennent des millions, des milliards d'années. Et donc, évidemment, c'est pas possible. D'où viennent les premiers ingrédients de la vie sur Terre? C'est vrai quoi? Est-ce que la vie s'est formée lentement en assemblant les divers éléments sur place? Ou alors est-ce que ces fameux ingrédients ont été gentiment déposés à la surface de notre planète grâce à des astéroïdes ou des comètes? En tout cas Alexandre, je te remercie et je te laisse la suite. Alors, pour les premiers ingrédients de la vie, ils viennent du Big Bang. Nous sommes des enfants du Big Bang, tous, tout l'univers, y compris évidemment l'humain et la vie. Mais non la vie au sens qu'on lui donne actuellement, c'est-à-dire cellulaire, etc. Il y a plusieurs théories. Il y a effectivement le fait qu'il y a de l'eau, d'abord, nécessaire à la vie, et il y a des théories qui disent que ça vient des comètes ou des astéroïdes. Ça reste des théories. De plus en plus, disons, de signes ou de trouvailles ou de découvertes qui vont dans ce sens-là. Et donc oui, on peut dire que nous sommes des enfants de comètes. Après une découverte intense, entre découverte scientifique et exploration des installations, nous arrivons à ce moment unique où le temps semble suspendu. Le soleil disparaît lentement derrière les crêtes, projetant des teintes dorées et pourpres sur l'observatoire. Le ciel, quant à lui, s'apprête à dévoiler son spectacle le plus fascinant. Autour de nous, un silence absolu s'installe. Seulement interrompu par le souffle léger du vent et le bruit lointain des coupoles qui s'ouvrent progressivement. C'est ici, à plus de 2750 mètres d'altitude, loin des lumières de la ville, loin de toute agitation humaine, que la nuit prend une toute autre dimension. Ce soir-là, le ciel s'est embrasé d'une symphonie de couleurs, un spectacle presque irréel. Les montagnes sont devenues des silhouettes sombres et le ciel s'est teinté de nuances violettes et orangées, avant de basculer dans l'infini du noir profond. Chaque minute qui passe nous rapproche un peu plus du cosmos. Il y a quelque chose de magique dans ce moment. Ce n'est pas juste une nuit qui tombe, c'est le début d'une exploration. Une porte qui s'ouvre vers l'inconnu, vers des étoiles.
et aussi vers des mondes que nous ne verrons jamais de nos propres yeux, mais que nous pouvons détecter, analyser et rêver. Là-haut, des milliards d'étoiles scintillent, certaines depuis des millions d'années, d'autres à l'aube de leur existence. Ce voyage à l'observatoire de Lukai-Méden a été bien plus qu'une simple expédition scientifique. C'est une véritable aventure humaine, une plongée au cœur de la recherche où nous avons eu la chance de rencontrer des chercheurs passionnés, des esprits brillants qui chaque jour repoussent les frontières de notre compréhension de l'univers. Dans ces journées intenses, nous avons appris bien plus que des faits scientifiques. Nous avons découvert le travail de précision, la patience infinie qu'il faut pour capter la moindre donnée, la rigueur de ceux qui scrutent le ciel chaque nuit à la recherche de mondes invisibles. Chaque échange, chaque découverte, chaque observation nous a permis d'entrer dans leur univers, de mieux comprendre ce qu'il faut décrypter dans l'immensité du cosmos. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans l'accueil incroyable que nous avons reçu. Merci du fond du cœur à tous ces chercheurs qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont partagé leur savoir et nous ont permis d'observer leur travail de l'intérieur. Grâce à eux, nous avons pu voir l'univers sous un nouvel angle. Nous avons pu comprendre les enjeux de la recherche astronomique et surtout mesurer l'importance de préserver cette curiosité qui nous pousse à aller toujours plus loin. Et bien évidemment, un immense merci à Mathias, mon cadreur, qui a tout filmé avec talent, avec patience et avec un regard unique. Et il faut savoir que sans lui, ce documentaire n'existerait tout simplement pas. Pendant des jours et des nuits, il a suivi chaque instant, capté chaque détail, sublimé chaque image pour offrir cette immersion totale. Ce projet est aussi le sien et son travail mérite toute la reconnaissance possible. Ces jours de tournage ont été une véritable épreuve, mais aussi une expérience hors du commun. Entre les kilomètres parcourus, les nuits courtes et les conditions parfois extrêmes, ce documentaire a demandé un travail titanesque, mais il en valait chaque seconde. Car au-delà des images, au-delà des découvertes, ce que nous avons vécu ici restera gravé en nous. Et à la fin, il n'y a qu'une seule chose à dire. Bienvenue sur Indiana Space. Laisse-moi tranquille, quand même. Je vais le faire. C'est genre. Une planète qui n'est pas vivable pour l'homme. Nous, est-ce qu'on peut rendre... Oui. Non. Absolument pas. Putain, c'est la meilleure réponse. Alors, voilà.